les escrocs, les plus énigmatiques de la confrérie criminelle. Pour se faire de l'argent et ravager des vies, ces experts du mensonge et manipulateurs invétérés utilisent leur charme toxique pour s'attaquer à la valeur la plus précieuse, la confiance. Explorez avec nous la vie et l'esprit de certains des escrocs les plus célèbres. Vous découvrirez l'étendue de leurs crimes et de leur psychologie perturbée, et apprendrez comment leurs cruels mensonges les ont finalement menés à leur perte. Dans cet épisode, vous rencontrerez l'homme qui a juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité au moment de témoigner en tant que médecin légiste. Jim Morrison a témoigné devant des juges, des jurés et des avocats. Personne ne se doutait que c'était un parfait escroc. Pendant plus de 20 ans, ce faux expert légiste a travaillé sur plus de 700 affaires, sans avoir aucune qualification. Les affaires étaient bien réelles, tout comme les salles d'audience et les vies en jeu. Personne n'aurait pu prédire que ce personnage de médecin légiste n'était en réalité que le fruit d'une sombre machination. Après avoir commencé par dépouiller des innocents de leur argent, il est passé à bien plus sinistre. En 1997, Donald Pritchard lance sa société d'expertise d'enregistrement vidéo. L'entreprise analyse des preuves audio pour la police et les enquêteurs indépendants, et sa première mission lui parvient d'un expert judiciaire et détective privé, qui dirige le bureau des enquêtes criminelles et judiciaires. Bonjour, vous êtes Donald Pritchard? Il s'est présenté comme étant le Dr Jim Morrison, du Bureau des enquêtes criminelles et judiciaires de Manchester. Il a dit qu'il avait un problème avec un enregistrement et qu'il pensait qu'on pouvait l'aider. Vous l'avez fait? C'est génial, génial. Le médecin fait appel à l'expertise de Donald pour analyser un enregistrement audio. Donald Pritchard ne se doute pas que Jim Morrison n'est pas celui qu'il prétend être. Il est simplement aux anges d'avoir trouvé sa première mission rémunérée dans la criminalistique. Il s'agissait de 10 heures de travail à 25 livres de l'heure, soit une facture de 250 livres. Était-ce acceptable? Bien sûr que oui. Et en temps voulu, nous avons reçu un chèque de 250 livres versé sur le compte bancaire de l'entreprise. En se faisant passer pour quelqu'un d'authentique et sincère, il vous mettait tout de suite à l'aise. Et il a manifestement joué là-dessus. Bien que Donald ait décroché sa première mission pour sa jeune entreprise, il ne se doute pas une seconde que l'homme pour qui il travaille n'est pas docteur. Jim Morrison, ou Dr Jim Morrison comme il aimait se faire appeler, était un véritable escroc qui a convaincu tout son entourage pendant plus de 20 ans qu'il était un expert dans toute une série de techniques médico-légales et un détective privé. En réalité, il n'avait aucune qualification. Donald ne pense à aucun moment que l'homme pour qui il travaille puisse être un charlatan. Il ne sait pas non plus que Jim Morrison touche jusqu'à 10 fois ce qu'il le paie en s'appropriant son travail. Dans certains cas, il engageait un véritable expert comme Donald Pritchard, lui versait des honoraires minimes, puis gonflait considérablement la facture et la répercutait sur le client, en réalisant ainsi un énorme bénéfice. Ignorant totalement qu'il a affaire à un escroc et désireux de faire décoller son entreprise, Donald Pritchard accepte une deuxième, puis une troisième mission. Et c'est pour cette troisième mission qu'il rencontre finalement le mystérieux Dr Morrison. Il a demandé à ce que le matériel lui soit renvoyé, le dimanche soir, car il en avait besoin dès le lundi pour une comparution devant le tribunal. Je me suis rendu à Salle dans le Grand Manchester, pour rendre le matériel à Jim en main propre. Ils doivent se retrouver dans un parking à Salle, près de Manchester. Se retrouver dans un parking, de nuit, dans l'obscurité, pour remettre un colis. On se croirait dans un film policier. Il y avait une passagère avec lui dans la voiture. Il s'est approché, et je suis descendu. On s'est serré la main. Il n'a pas dit grand-chose, à part « merci beaucoup ». Je vous recontacterai. Très bien, Merci. merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Le docteur Jim Morrison réalisait ses fantasmes d'enquêteur judiciaire. Le lieu de rendez-vous était tout droit tiré d'un film d'espionnage. Il se délectait visiblement de l'aspect théâtral de son rôle.
Ce n'est qu'après la fin de la 3e mission que la relation avec Jim Morrison commence à se dégrader. Malheureusement, nous n'avons pas été payés pour la 3e mission, et nous avons attendu près de 12 ou 18 mois, avant de décider d'effacer définitivement cette dette. L'une des questions que l'on se pose avec les escrocs, c'est comment se fait-il que les victimes ne les dénoncent jamais? Pourquoi les victimes ne parlent jamais? La raison est due au passage à la dernière étape de l'escroquerie, bien connue dans le milieu sous le nom d'esbrouf. Soit l'escroc fait en sorte que la victime ne se rende pas compte qu'elle a été dupée, soit, le plus souvent, il s'appuie sur certains principes psychologiques de base. En général, et surtout s'il s'agit d'une somme d'argent relativement modeste, les victimes mettent ça sur le compte de l'inexpérience. Elles ne voient pas le tableau d'ensemble. Elles ne pensent qu'à elles et à ce qu'elles ont perdu. Elles ont perdu un peu d'argent, elles se sentent un peu mal, mais au final, elles mettent ça sur le compte de l'inexpérience. Elles s'en souviendront et tournent la page. Elles ne pensent pas que cette personne pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre, que tout ça pourrait faire partie d'une stratégie, et elles ne signalent rien. Donald Pritchard, comme beaucoup de personnes que Jim Morrison a dupées, ne se doute pas que le faux médecin légiste se sert de son travail pour s'en approprier le mérite. Si faire de gros profits de façon malhonnête n'est pas illégal. Ce que fait Jim Morrison de ce travail, l'est bel et bien. De manière déconcertante, Jim Morrison utilise le travail réalisé par de vrais scientifiques pour se faire inscrire sur les listes des témoins experts des tribunaux de tout le pays. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'il commet un parjure, or un juge ou un jury le croyant légitime pourrait prendre une décision et déclarer quelqu'un coupable ou non, sur la base de son faux témoignage. Avec son nom sur ces listes de témoins experts, le docteur Jim Morrison a carte blanche pour jouer avec le système judiciaire britannique et gagner des centaines de milliers de livres au passage. Nous parlons d'affaires de viol, de morts inexpliquées, de vol, et il traite tout cela comme s'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'un jeu. Mais ce jeu dissimule en réalité un secret encore plus sombre, dont personne ne se doute un seul instant. Je jure de dire la vérité. Pendant plus de 20 ans, Jim Morrison a fait croire à la justice britannique qu'il était un témoin expert. Jim Morrison s'est présenté à tout le monde sous le nom de Dr Jim Morrison. Il a dit à tout le monde qu'il avait obtenu ce diplôme à l'université de Rocheville, aux États-Unis. Mais cet établissement n'existe pas. Il a acheté un certificat sur Internet. Et le parcours de Jim Morrison est bien loin de celui d'un universitaire studieux. Né dans une famille jamaïcaine, il arrive au Royaume-Uni alors qu'il n'a que 5 ans. Il fait sa scolarité à Manchester, mais Jim ne se distingue pas sur le plan académique et ne suit pas de longues études. Cependant, la légende raconte qu'un événement survenu pendant son adolescence aurait semé en lui les graines de ses futures escroqueries. D'après le mythe autour du personnage, il aurait lu un roman policier vers l'âge de 19 ans et aurait alors décidé de devenir enquêteur par tous les moyens. Ironiquement, cette fascination pour le travail d'enquêteur mène Jim sur la voie du crime. En 1977, sans aucune qualification et alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, il commence à travailler en tant qu'enquêteur judiciaire. Il achète de faux diplômes et fait sa publicité dans les annuaires téléphoniques et le journal des avocats. L'escroc crée même sa propre entreprise à Hyde, dans le Grand Manchester, pour renforcer sa crédibilité. La réception faisait très professionnelle. Il y avait aussi une pancarte style FBI avec le nom de sa société, le Bureau d'enquête criminelle et judiciaire. Il y avait aussi sa devise, découvrir l'injustice au nom de la justice. C'est tellement exagéré. Vraiment, en contexte, c'est incroyablement ironique, mais cela montre aussi à quel point il en fait trop. Et à quel point il est arrogant dans ses fantasmes. Sur ses cartes de visite, celles qu'il distribuait, il indiquait même être le 5e service d'urgence. Jim Morrison gagne sa vie en se faisant passer pour un docteur en psychologie criminelle, et en prétendant faussement être un expert en techniques médico-légales comme l'analyse de sang, d'empreintes digitales, les tests polygraphiques ou la cartographie faciale. Une fois le décor planté, il peut se mettre au travail. Et comme l'activité qu'il exerce pour le secteur privé n'est pas régulée, il n'est techniquement pas hors la loi.
Mais lorsque des avocats de la défense commencent à faire appel à lui sans vérifier ses fausses qualifications, Jean franchit la limite de la légalité en travaillant sur plus de 700 affaires, et en se présentant à la barre en tant que témoin expert. Les experts sont appelés à témoigner lors des procès devant la Cour de la Couronne. Ils aident à expliquer les questions techniques et scientifiques et donnent leur avis sur les preuves présentées au tribunal. Il se présentait à la barre et prêtait serment en prétendant être un expert médico-légal pour livrer ses soi-disant expertises. C'est la définition d'un parjure. Il est devant un tribunal et il ment. Il a témoigné dans une série d'affaires à travers le Royaume-Uni. Maureen expliquait, conduite en état d'ivresse, viol, et son témoignage ne servait à rien du tout. Après s'être forgé une réputation dans le domaine de l'analyse médico-légale, l'escroc est contacté en 1997 pour témoigner dans une affaire de vol à main armée. On lui a demandé d'analyser des images de vidéosurveillance qui auraient pu incriminer un prévenu. En réalité, il a simplement transmis le travail de quelqu'un d'autre. À l'époque, l'un des spécialistes que Jean escroque est l'analyste audio Donald Pritchard. Donald est persuadé de travailler sur une mission officielle. Quand Jean lui donne les enregistrements, il est aussi consciencieux que possible. Je n'avais pas d'expertise en vidéo. Je pensais faire ce qu'il fallait. J'ai été honnête avec Jean et je lui ai dit, écoutez, il y a un élément dont je ne peux pas m'occuper, mais j'ai un ami à Leicester qui peut peut-être vous aider. Walter était dans la production vidéo et pouvait peut-être aider. Et Walter était comme moi, il a cru Jean sur parole, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse mentir de la sorte. Mais pour les escrocs, ce trait de caractère est une faiblesse. De plus, Jean fait en sorte que la nature confiante de l'expert lui assure de réaliser des bénéfices conséquents. Ce que le réalisateur retraité ne savait pas, c'est qu'en plus d'avoir baissé sa rémunération de 200 à 50 livres, Jean facturait ensuite le tout aux avocats, 2800 livres. Sans le savoir, le réalisateur vient de mener une analyse pour un escroc qui se fait passer pour un docteur en psychologie criminelle. Difficile de déterminer si la motivation initiale de Jean est purement financière, mais ses agissements répondent indéniablement à d'autres pulsions. Jim Morrison gagne très bien sa vie grâce à ça, et en faisant très peu. Tout ce qu'il fait, c'est donner le travail à quelqu'un d'autre pour ensuite s'en approprier tout le mérite. Mais ça doit forcément cacher autre chose. Lorsqu'il témoigne au tribunal, il est très important, il est spécial, et il est indispensable. Le respect qu'on lui témoignait devait lui donner une grande satisfaction, car sinon pourquoi aurait-il pris le risque de tromper le système judiciaire de façon aussi grotesque, au beau milieu des tribunaux? Rien qu'entre 2002 et 2005, Jean Morrison gagne au moins $250 000 en tant que témoin expert, payé par le contribuable. Avec ses victimes expertes, comme Donald Pritchard, l'escroc se fait payer au moins le double de ce qu'il leur offre pour leurs services, et son arnaque fonctionne pendant une période ahurissante de 26 ans. Il empoche ainsi des sommes faramineuses. Mais il ne s'agit pas que d'une histoire d'argent. Le prétendu expert s'en prend aux plus vulnérables pour réaliser ses fantasmes de médecine légale. L'un des cas les plus bouleversants concerne une famille qui avait perdu son fils dans des circonstances mystérieuses. L'homme en question était âgé de 29 ans et a été retrouvé mort dans sa chambre. Une Maureen expliquait, ce fut une tragédie pour la famille. La tragédie se produit en 2003, et bien que le légiste ait rendu un verdict ouvert, les parents dévastés se disent à l'époque que la profession de leur fils pourrait avoir joué un rôle dans cette mort tragique. Il travaillait comme contrôleur qualité dans une usine chimique et sa famille se demandait donc si les produits chimiques avec lesquels il travaillait quotidiennement avaient joué un rôle dans sa mort. La famille décide de chercher quelqu'un qui pourrait l'aider à faire toute la lumière sur les causes de la mort prématurée de leur fils. Et il tombe sur le nom de Jean Morrison dans l'annuaire. La famille l'a appelé et a d'abord été très impressionnée, surtout lorsqu'il a énuméré une liste de qualifications, comprenant un double diplôme en sciences, suivi d'une thèse. Persuadé que Jean Morrison est un professionnel respectable au sein de leur communauté, et qu'il est plus que qualifié, les parents endeuillés l'engagent pour enquêter sur les circonstances de la mort de leur fils.
La famille endeuillée ne pouvait réunir que 600 livres pour payer l'avance. Jim Morrison était plus que désireux d'accepter leur argent. Avec 600 livres en poche, le docteur Jim Morrison démarre son enquête. Mais les méthodes de l'escroc sont loin d'être orthodoxes. Avec le recul, il est évident que les méthodes de Jim étaient pour le moins très étranges. Pour commencer son enquête, il s'est mis à faire le tour des amis du défunt. Avec les femmes, les conversations avaient lieu la nuit et étaient assez tendancieuses. Avec les hommes, il les faisait venir à son bureau, puis les laissait attendre sans leur adresser le moindre mot. À l'époque, la famille s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'une stratégie ou encore d'une technique d'investigation. Parce que les gens croient qu'il est un médecin légiste et un enquêteur qualifié, ils sont prêts à accepter des comportements qui normalement leur sembleraient tout à fait inappropriés. Ils se disent, il est qualifié. Ses méthodes sont étranges, mais qui suis-je pour juger? Je n'y connais rien. Je n'ai rien à dire sur ses méthodes. Malgré les excentricités de Jim, la famille continue de croire que le docteur Jim Morrison pratique une activité licite. Une fois, il a pointé du doigt un bâtiment vitré assez impressionnant, en déclarant que c'était là que se trouvaient ses laboratoires. En réalité, il s'agissait d'une clinique de dépistage du cancer du sein. Mais si les laboratoires sont factices, de vrais tests sont menés. Seulement, dans son style caractéristique, Jim Morrison sous-traite le travail à de véritables experts. Il a pris l'ordinateur portable et les vêtements du jeune homme. Les vêtements ont été envoyés à un véritable toxicologue pour analyse. Et il a demandé à un véritable expert informatique qualifié d'examiner l'ordinateur portable pour voir s'il y avait des indices sur ce qui avait pu se passer avant sa mort. Après des mois d'attente, le mystérieux Jim Morrison remet finalement à la famille endeuillée le document censé lui apporter les réponses dont elle a désespérément besoin. Il a rendu un rapport de plus de 70 pages à la famille. 69 d'entre elles étaient remplies d'informations techniques fournies par le toxicologue. Absolument incompréhensible pour les non-initiés. Les quelques autres pages du rapport comprenaient une très vague description des circonstances entourant la mort du jeune homme. L'expertise n'a conduit à aucune conclusion. Après des mois d'espoir et d'attente, la mère et le père du jeune homme ne savent toujours pas comment leur fils est mort. La famille espérait obtenir les réponses dont elle avait besoin pour pouvoir faire la paix avec ce drame et aller de l'avant. Et ce que Jim Morrison a fait, c'est leur promettre quelque chose alors qu'il n'avait pas la compétence de le faire, parce qu'il n'est pas un enquêteur judiciaire, mais un escroc. Il va leur donner de faux espoirs, les réduire à néant et leur facturer le tout, 14 000 livres. C'est tout simplement abject. La famille était si peu satisfaite du travail que Jim Morrison avait fait, ou prétendait avoir fait, qu'elle a refusé de le payer. Mais l'affaire ne s'en arrête pas au simple refus de la famille de payer l'escroc sans cœur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en novembre 2004, ce dernier décide de poursuivre la famille en justice. Il était catégorique, cet argent lui revenait de droit, il avait travaillé pour ça. Malgré ses fausses qualifications, il était extrêmement confiant. Outre le fait qu'il ajoutait du stress et aggravait le traumatisme de cette famille, la poursuivre en justice montre bien toute l'arrogance dont Jim Morrison peut faire preuve. Le fait qu'il soit prêt à s'exposer ainsi et risquer de voir toute son escroquerie s'effondrer est hallucinant. Cependant, le procès ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Au moment du verdict, le juge a déclaré que Jim était en droit d'être payé, mais à hauteur d'une somme bien moins élevée que les 14 000 livres initialement réclamés. Si Morrison ne parvient pas à obtenir tout l'argent qu'il voulait, il quitte tout de même le tribunal sans être inquiété. Et la même année, en 2004, le faux légiste est de nouveau engagé en tant que témoin expert. Cette fois, son expertise est sollicitée dans une affaire de viol. Un emballage de préservatifs avait été retrouvé sur les lieux. L'avocat de la défense a demandé à Jim Morrison de rechercher des empreintes sur l'emballage.
Jim Morrison sous-traite l'analyse des empreintes digitales à un véritable expert pour 252 livres. Il gonfle ensuite la somme pour facturer l'analyse 2000 livres au cabinet d'avocats. Mais il ne s'arrête pas là. Ce qui est différent dans cette affaire, c'est qu'il a décidé de réaliser lui-même un travail d'enquêteur. Il n'a pas été engagé pour ça. Il a été engagé pour donner son avis d'expert sur une empreinte digitale laissée sur un emballage de préservatif, mais il a pris sur lui de jouer les fins lignées. Il semble se prendre pour un Sherlock Holmes des temps modernes et s'y prend de la manière la plus inappropriée qui soit. Jim Morrison aurait dû laisser ce travail d'enquêteur aux professionnels. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Jim a contacté la prison de Strangeways pour demander à parler à l'accusé. Pendant qu'il était au téléphone, il a dressé toute une liste des autres éléments d'information dont il avait besoin dans le cadre de l'affaire. L'une de ces informations concernait le nom et l'adresse de la victime du viol. L'agent pénitentiaire qui prend l'appel est stupéfait par la demande du faux enquêteur médico-légal. Il est évident que l'administration pénitentiaire n'allait pas remettre les informations confidentielles demandées par Jim Morrison. Elle s'est rendue compte de quelque chose et a réagi. La tentative de Jim Morrison d'escroquer la prison de Strangeways le mènera à sa ruine. Après 20 ans passés par Jim sans se faire prendre, la prison de Strangeways a vu clair dans son jeu. Elle a alors contacté la police pour signaler que quelque chose n'allait pas chez cet homme. Mais même le personnel de Strangeways ne saurait prédire le sombre tournant que les choses s'apprêtent à prendre. Pendant plus de 20 ans, Jim Morrison s'est fait passer pour un enquêteur judiciaire et un détective privé, ce qui lui a valu la confiance et le respect de sa communauté. Une confiance dont il abusera de façon horrible. Il prétend avoir une licence, un master et un doctorat, et accumule plus de 250 000 livres sterling d'argent du contribuable. Pour cela, il n'hésite pas à se parjurer à la barre en se faisant passer pour un témoin expert. On peut voir qu'il commence vraiment à croire au personnage qu'il s'est construit, et qu'il commence à croire à ses propres mensonges. Il s'est vraiment pris au jeu de ses mensonges. Mais en 2004, des fissures commencent à apparaître dans son escroquerie, après qu'il est allé trop loin en essayant d'obtenir des informations confidentielles de la prison de Strangeways, à Manchester. Après avoir reçu un appel téléphonique très étrange, d'un homme qui voulait connaître le nom et l'adresse d'une victime de viol, le personnel de Strangeways a décidé d'appeler la police. La police a immédiatement ouvert une enquête. Après 20 ans passés par l'escroc à faire semblant d'être un enquêteur judiciaire et un membre respecté de sa communauté, la police se penche sur son cas pour la toute première fois. En janvier 2005, elle obtient un mandat de perquisition pour son domicile et son bureau. La police a trouvé un nombre incalculable de vidéos de la série américaine Les Experts. C'est assez préoccupant de voir que c'était là sa principale source d'information. Mais on peut aussi se demander s'il ne regardait pas ces programmes pour trouver un moyen de vivre ses fantasmes de médecine légale par procuration. Mais c'est à son bureau qu'il peut véritablement laisser libre cours à ses fantasmes. Quand la police est entrée dans le bureau, elle alla aussi retrouver des montagnes de paperasse un peu partout. Certains éléments en particulier ont tout de même retenu l'attention des enquêteurs. Parmi eux, se trouvait une blouse blanche, des tubes à essai et une énorme loupe. Ces accessoires semblent tout droit sortis d'un dessin animé. Il a vraiment choisi 3 accessoires de la panoplie de l'enquêteur judiciaire débutant. La blouse blanche, les tubes à essai, sans bien sûr oublier la loupe géante. C'est n'importe quoi. C'est comme s'il clamait haut et fort être un enquêteur de dessin animé. Il y a peu à parier que les accessoires retrouvés par la police la convainquent de la crédibilité de Jim. Son escroquerie judiciaire semble toucher à sa fin. La police a immédiatement mis fin à l'opération. Elle a supprimé le site web et commencé à examiner les documents pour voir si son ingérence dans le système judiciaire pendant toutes ces années n'avait pas entraîné de condamnation injuste. Mais l'affaire soulève un problème. Jim Morrison pourrait bien s'en tirer indemne en raison d'un vide juridique. Jim Morrison se présentait comme un détective privé et un expert en criminalistique.
Et pour sa plus grande fortune, ses activités n'étaient pas régulées à l'époque, au Royaume-Uni. Il n'y avait aucune autorité compétente pour accorder le droit ou non d'exercer ces métiers. Si la police veut réussir à traduire le faux médecin légiste en justice, elle doit dévoiler le secret qu'il a caché à tous ses clients. La police a commencé à s'intéresser à ses qualifications et au fait qu'il prétendait avoir un double diplôme et un doctorat. En prouvant qu'il a falsifié ses qualifications, elles auraient trouvé un moyen de le traduire en justice et de le faire condamner. Si la police parvenait à prouver que les diplômes étaient faux, il devenait évident que Jim Morrison s'était présenté sous un faux jour. Et si elle pouvait prouver qu'il l'avait fait devant un tribunal, elle pouvait ajouter le parjure à l'accusation. En poursuivant son enquête sur le faux médecin légiste, la police est abasourdie par l'étendue de l'escroquerie. Jim Morrison a donné son avis d'expert sur 700 affaires. Ce qui veut dire 700 potentielles erreurs judiciaires causées par l'escroc. De plus, entre 2002 et 2005, les tribunaux ont versé à l'escroc plus de 250 000 livres payés par l'argent du contribuable, pour son travail fallacieux. L'ampleur de l'escroquerie est considérable, et ne représente qu'un aperçu de sa carrière, longue de 26 ans. La police doit impérativement apporter la preuve que Morrison a bien falsifié ses impressionnantes qualifications. Elle décide donc de l'interroger pour en savoir plus sur son parcours, ou prétendu parcours. Alors, quelles sont vos qualifications? J'ai un doctorat, mais il n'est pas reconnu ici. J'ai écouté les interrogatoires de Jim Morrison avec la police. Il est incapable de répondre clairement à la moindre question. Il ne parvient même pas à répondre aux interrogations les plus simples. L'officier de police tente de pousser Jim Morrison à donner une réponse directe. Mais ça ne marche pas. Il suffit de 4 petites questions pour comprendre les réelles qualifications de Jim Morrison. Au début, il explique qu'il a obtenu son diplôme aux États-Unis, mais qu'il n'est pas reconnu ici, puis qu'il ne s'agit pas d'un diplôme, mais d'un doctorat. Il change constamment de version. J'ai un doctorat, mais il n'est pas reconnu ici. En quoi? Psychologie criminelle. Obtenu où? Aux États-Unis. Par moments, on dirait qu'il essaie plus de se convaincre lui-même que les policiers. Je sais que ça peut paraître idiot, mais quelqu'un comme Sherlock Holmes, qui n'était qu'un simple détective, utilisait ses compétences pour faire triompher la science. Il s'est montré tout aussi évasif lorsque la police l'a interrogé sur ses prétendues études en Allemagne et en République tchèque. Il n'a pas su leur dire où il avait étudié en Allemagne, ni où se trouvait l'université, ou qui avaient été ses professeurs. Vous avez étudié en Allemagne, puis en République tchèque. C'est vrai. Avez-vous reçu des qualifications reconnues? J'ignore si elles sont reconnues ici, mais j'ai un certificat de leur part. C'était juste par curiosité personnelle. J'aime élargir mes horizons. Qu'avez-vous obtenu en Allemagne alors? Avec qui avez-vous étudié en Allemagne? Je ne connais pas leur nom. C'étaient des amis de ceux en République tchèque. Où exactement? Je ne connais pas l'endroit. À ce stade, il perd clairement pied. Au bout d'un moment, il s'exclame « Bon sang, je ne me souviens plus de l'endroit où j'ai obtenu mon diplôme. » Dans quelle université? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Elle est rattachée à la Fédération internationale, pour qui j'ai déjà travaillé ici et à l'étranger. C'était en Californie? C'est là que se trouve le siège, en Californie. C'est là que vous avez étudié? Oui. Vous avez étudié en Californie? Non, je n'ai pas étudié en Californie. À Glendale, en Californie, c'est là que se trouvait le siège. J'ai étudié dans le Massachusetts. Il change encore en disant qu'il s'agissait plus d'une expérience de vie que d'un diplôme. Plus tard, il se rétracte à nouveau et affirme avoir plusieurs diplômes. Lequel? Eh bien, combien en avez-vous? Vous avez dit votre diplôme au singulier. C'est pour ça que je demande. De quel diplôme parlez-vous? Vous venez de me dire que vous aviez un diplôme. Avez-vous plus d'un diplôme? Reconnu? Je n'ai pas de diplôme reconnu. Au bout d'un moment, la police lui a demandé s'il pouvait fournir un certificat, ou au moins une copie, pour attester qu'il avait bien étudié dans ces institutions plutôt mystérieuses. Comment retrouver le diplôme que vous avez eu aux États-Unis? Je ne sais pas trop comment ça marche. J'en déduis que vous ne pouvez pas fournir de copie de quoi que ce soit?
Je ne pourrai probablement pas vous en fournir, non. Un détective privé qui ne sait même pas comment se procurer une copie de son propre diplôme? C'est plutôt absurde. En réalité, la carrière universitaire de Jim Morrison se résume tout simplement à l'achat de diplômes en ligne. La police semble sur le point d'inculper Jim Morrison, mais le fait qu'elle ait lancé une enquête approfondie sur lui et sa fausse activité de médecine légale ne suffit pas à arrêter ses mensonges. Malgré la perquisition de son domicile et de son bureau, et la fermeture de son activité, Jim ne peut pas s'empêcher de poursuivre l'escroquerie. Les policiers lui ont dit « Jim, la partie est finie, tu peux arrêter ». Mais il était tellement déterminé et tellement aveuglé par ces histoires qu'il était incapable de faire machine arrière. Jim Morrison a de sérieux ennuis avec la police de Manchester. Mais à une centaine de kilomètres de là, à Nottingham, l'escroc figure toujours sur la liste des témoins experts. Et un avocat de Nottingham fait appel à ses services pour une expertise devant la Cour de la Couronne. Dr Jim Morrison. Quand Jim Morrison accepte cette dernière mission à Nottingham alors qu'il a déjà été interpellé par la police, ça nous donne un exemple extrêmement révélateur de la nature compulsive de ces escroqueries. On dirait que c'est plus fort que lui. C'est presque comme s'il ne faisait pas exprès. Oui, laissez-moi prendre vos coordonnées. Pour cette nouvelle affaire, c'est l'équipe juridique chargée de la défense d'un prévenu accusé de trafic de drogue qui sollicite les services d'experts de Jim Morrison. L'avocat de Nottingham lui a demandé d'examiner une balance susceptible de présenter une empreinte digitale et des traces de cocaïne. Son travail consistait à vérifier si l'analyse des experts de la police était exacte. Pensant avoir affaire à un véritable expert, l'avocat lui avait demandé une contre-analyse pour déterminer si les empreintes retrouvées étaient bien celles de l'accusé. Malgré le fait que la police de Manchester ait monté un dossier pour l'inculper, Jim Morrison poursuit ses activités comme si de rien n'était. Fidèle à lui-même, Jim Morrison a décidé de faire appel à un véritable expert pour examiner l'empreinte digitale. Mais pour ce qui concerne l'analyse des traces de drogue, il a décidé de rédiger un rapport lui-même. Le rapport contenait des incorrections flagrantes, notamment de nombreuses fautes d'orthographe. Il avait même oublié le « e » à la fin de cocaïne. À Nottingham, Morrison s'arrange pour rencontrer Adam Booker, le chimiste légiste qui avait rédigé le rapport de police sur la balance en question. Lorsque j'ai vu Jim Morrison pour la première fois à la réception de l'immeuble où je travaille, il portait une veste fluo avec écrit « enquêteur médico-légal » en gros dans le dos. Ça m'a paru bizarre, mais je me suis dit qu'il devait être un peu excentrique. Et le docteur Morrison n'est pas seul quand il arrive au laboratoire. Il était accompagné d'une jeune femme, probablement une adolescente, ce qui était très étrange. Normalement, ces personnes travaillent seules et ne ramènent pas leurs amis. Et pendant tout le temps où il était là, elle était sur son téléphone et ne cessait de lui demander quand ils allaient partir, en se plaignant qu'ils étaient là depuis trop longtemps. Il s'est montré assez méprisant à son égard, et lui demandait de se taire pendant qu'il terminait. Ça va être encore long? Plus très long, d'accord? Plus très long. Et son comportement au laboratoire est extrêmement bizarre. Il avait mentionné ses qualifications et son expérience de chimiste, mais à un moment je l'ai vu sortir les résultats de l'analyse chromatographique du dossier de police pour les lire, et il tenait le document à l'envers. Il tenait le papier à l'envers en hochant la tête pour faire comme s'il lisait les résultats, alors qu'il n'avait visiblement aucune idée de ce que c'était. Mais le fait que le docteur Jim Morrison soit un témoin expert engagé par la défense de l'accusé, freine Adam Booker dans ses soupçons. Je ne me doutais pas qu'il s'agissait d'un escroc, ce n'est pas quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours. Je me suis dit que ce n'était pas tout à fait son domaine d'expertise et qu'il acceptait des missions qui sortaient un peu de son domaine de compétences. Sur le coup, il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il pouvait être un parfait imposteur. Mais Adam Booker ne tardera pas à découvrir toute la vérité sur le soi-disant docteur Morrison. D'accord, c'est arrivé quand ? Ce n'est que quelques jours après la visite de Jim Morrison au laboratoire que j'ai reçu un appel d'un officier de police qui enquêtait sur Jim Morrison pour fraude. C'est là que j'ai fait le lien. Le fait qu'il lisait les résultats à l'envers, qu'il posait des questions naïves, qu'il était habillé de façon grotesque et qu'il était accompagné de cette jeune femme. Tout cela était très bizarre, et ça m'a confirmé qu'il y avait bien un problème. Mais de là à ce qu'il fasse l'objet d'une enquête pour fraude, j'étais quand même surpris. On ne s'attend jamais à être confronté à un parfait escroc.
La police de Manchester révèle que Jim Morrison n'est qu'un menteur, et ce dernier est retiré de l'affaire. Après 26 ans, la partie est terminée, pour le faux légiste. Il a été inculpé et une audience a été fixée. Mais compte tenu de l'abondance des preuves rassemblées par la police, le procès ne devait être qu'une formalité. La justice a finalement mis la main sur l'escroc, et en septembre 2006, Jim Morrison comparaît une fois de plus devant le tribunal. Seulement cette fois, c'est lui l'accusé. Ça fait plus de 10 ans que je suis journaliste, et j'ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler sur des affaires criminelles. J'ai donc assisté à un certain nombre de procès. Mais celui-ci détient clairement la palme. C'est le procès le plus bizarre auquel j'ai jamais assisté. Jim Morrison ne porte pas sa veste fluo d'enquêteur judiciaire, mais cela ne l'empêche pas de faire forte impression. Lors du procès, lorsqu'il a été appelé à témoigner, il a semblé apprécier l'expérience. Il portait des lunettes en demi-lune et examinait longuement tous les documents. Il semblait adorer qu'on lui prête de l'attention. Je me souviens surtout de l'atmosphère assez étrange qui régnait. Il y avait beaucoup de discussions et de rires dans la salle d'audience pendant que Jim Morrison était assis au fond du banc des accusés. Il avait un costume 3 pièces très élégant et des lunettes en demi-lune perchées sur le bout de son nez. Il avait une montagne de dossiers. Tout au long de mon témoignage, et tout le reste du procès, il avait un dossier ouvert devant lui. Il prenait plein de notes, et se parlait beaucoup à lui-même et aux personnes à côté de lui. C'était une expérience très inhabituelle. On aurait dit qu'à force d'avoir joué le rôle du super expert scientifique, il s'était persuadé d'en être un. Il est même allé jusqu'à insister pour que les gens s'adressent à lui en l'appelant Dr Morrison, alors que c'était évident que c'était complètement faux. Il est autant docteur que moi. Et quand Jim Morrison se présente à la barre, la mascarade se poursuit. Par moments, le jury était juste écroulé de rire. C'était grotesque. À un moment donné, il a pris un accent américain. C'était sorti de nulle part. C'était vraiment très étrange. Et quand on lui a demandé pourquoi il changeait constamment d'accent, il a dit qu'il le faisait souvent. Cet homme vivait à Manchester depuis plus de 40 ans. Il n'était jamais allé aux États-Unis, encore moins pour étudier. C'était donc complètement ridicule. La salle d'audience a dû se demander ce qui pouvait bien clocher chez cet homme. Il confondait vraiment son fantasme avec la réalité. Et le procès devient encore plus étrange lorsque Morrison est interrogé sur ses qualifications. Comme il prétendait être un expert médico-légal, il a été interrogé à la barre sur les implications de ce rôle. Alors qu'il était interrogé sur les tests sanguins, le juge l'a interrompu et lui a dit « Désolé, monsieur Morrison, mais je ne comprends pas. » Pour être honnête, votre honneur, je ne comprends pas trop non plus. À ces mots, le jury a éclaté de rire. Et le procès plonge encore un peu plus dans le chaos. À un autre moment, Morrison s'est également enfoncé lorsqu'il a indiqué avoir reçu une formation de médecine légale d'un expert en République tchèque. Il a inventé toute une histoire sur un certain Monsieur X qui lui aurait enseigné ses techniques médico-légales. Interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il ne pouvait pas révéler le nom en audience publique. Il a toutefois dit au juge qu'il pouvait lui chuchoter le nom à l'oreille s'il acceptait de l'accompagner dans le couloir. Le juge a répondu que ce n'était pas vraiment comme ça que ça marchait dans un tribunal. Malgré les rires, le jury finit par se retirer pour délibérer. Et pendant que la cour attend, Jim Morrison se rapproche de Nicolas Dooling. Je lui ai demandé s'il s'était préparé au fait qu'il pouvait aller en prison, s'il avait dit au revoir à sa famille ou fait ses valises. Il a été complètement choqué par la question et a dit qu'il n'avait pas pensé qu'il irait en prison parce que Dieu était de son côté. Et le faux légiste est persuadé qu'il sera remis en liberté à l'issue du procès. Il m'a demandé si j'avais remarqué certains signes au long du procès qui pouvaient laisser présager que le jury se rallierait à sa cause et rendrait un verdict positif. Des signes de Dieu, en quelque sorte. Il pensait à des choses, comme le fait qu'un juré avait raté une séance parce qu'il était malade, ou qu'un avocat était arrivé en retard à cause du train. Pour lui, tout ça constituait des signes divins, lui indiquant de ne pas s'inquiéter, parce que le résultat irait dans son sens. Mais Jim Morrison ne pourrait pas être plus dans l'erreur. Il semble avoir mal interprété les signes.
Les chefs d'accusation portaient sur le parjure et l'entrave à la justice. L'ensemble du tribunal n'avait aucun doute sur sa culpabilité. Jim Morrison avait plaidé coupable pour seulement 2 chefs d'accusation, mais le jury, bien qu'il ait ri pendant une grande partie du procès, l'a finalement reconnu coupable de 20 autres infractions. Au mois de mars 2007, il ne reste plus au juge qu'à prononcer la sentence. Malgré l'atmosphère un peu étrange qui régnait au tribunal, le juge a condamné Morrison à 5 ans d'emprisonnement. Lors de la condamnation, le juge l'a qualifié de menteur invétéré et compulsif. Pendant 26 ans, Jim Morrison s'est fait passer pour un expert médico-légal et un membre respectable de sa communauté. Mais la partie vient de se terminer. Et alors que les rires résonnent encore dans les tribunaux et que Morrison est mis derrière les barreaux, un autre crime encore plus troublant est révélé. L'escroquerie de Jim Morrison façon les experts était déjà audacieuse, mais personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Lorsque j'ai entendu les dernières révélations, j'étais consternée. C'est absolument choquant, écœurant et horrible que cet homme ait pu faire une chose pareille. Jim Morrison. Bonjour. Enchanté. Prenez place. Pendant plus de 20 ans, Jim Morrison s'est fait passer pour un expert en médecine légale devant les tribunaux dans plus de 700 affaires, soutirant ainsi près de 250 000 livres. Il est condamné à 5 ans de prison pour une escroquerie qui se sera étalée sur 3 décennies. J'ai été très surpris qu'il s'en soit tiré aussi longtemps. Ça a duré plus de 25 ans. Les gens ne se méfient pas, ils ne s'attendent pas à tomber sur un parfait escroc. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il a pu s'en tirer pendant si longtemps. Les gens n'imaginent pas qu'il puisse avoir menti sur toute la ligne. Mais à la surprise générale, Morrison semble être plus qu'un simple escroc. Après son incarcération, d'autres crimes sont révélés au grand jour. Des crimes des plus sinistres et des plus inquiétants. L'escroquerie de Jim Morrison façon les experts était déjà audacieuse, mais personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Lorsque j'ai entendu les dernières révélations, j'étais consternée. L'escroquerie de Jim Morrison était répréhensible et la justice a été rendue. Mais je pense qu'en raison de la bizarrerie et de l'absurdité du procès, les gens ont eu l'impression qu'il s'agissait d'une version maladroite d'un personnage à la Walter Mitty. Mais les révélations qui ont suivi étaient si graves qu'elles ont forcé les gens à le voir sous un jour totalement différent. Après sa condamnation à 5 ans de prison, 4 jeunes filles se sont manifestées et ont déclaré que le faux expert leur avait fait subir plusieurs agressions et abus sexuels, dont le viol de 2 d'entre elles, alors âgées de seulement 10 et 11 ans. C'est absolument choquant, écœurant et horrible que cet homme ait pu faire une chose pareille. Le mode opératoire de Morrison consistait à se rapprocher des familles de ces jeunes victimes. Il le faisait souvent par le biais de son Église. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il en abusait de la manière la plus méprisable qui soit. Jim Morrison attirait ces filles en leur offrant des cadeaux et de l'argent, puis il les menaçait violemment si elles essayaient de lui résister. C'est épouvantable. Le pédopiégeage est le procédé par lequel les délinquants sexuels obtiennent la docilité de leurs victimes. Généralement, un agresseur commence à couvrir un enfant de cadeaux pour qu'il ait envie de passer du temps avec lui, mais s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il peut alors entrer dans un accès de rage, voire de violence, pour dissuader l'enfant de lui refuser quoi que ce soit. Jim Morrison affirme que les filles avec qui il a eu des relations étaient consentantes et âgées de plus de 16 ans. En réalité, les 4 victimes qui se sont manifestées étaient âgées de 8 à 15 ans. Jim Morrison a été reconnu coupable de certains des crimes les plus horribles et troublants que l'on puisse imaginer. Le procureur a décrit Morrison comme un prédateur sexuel ayant un intérêt particulier pour les jeunes filles. Le jury l'a reconnu coupable de 11 chefs d'accusation d'abus sexuels sur de jeunes enfants. En décembre 2009, Jim Morrison est condamné à une peine indéterminée pour la protection du public, sans remise de peine possible avant 7 ans et demi. Il ne sera libéré qu'avec l'aval du service de probation et restera inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels.
Cette troublante affaire a révélé toute l'étendue de l'escroquerie de Jim Morrison. Il s'est servi de son statut d'enquêteur judiciaire pour abuser sans pitié de pauvres innocentes. Cette fausse activité d'enquêteur judiciaire et de détective privé conférait à Jim Morrison un statut social que les gens respectaient. Et c'est pour ça qu'il lui faisait une confiance aveugle. Malheureusement, il s'est servi de ce respect et de cette confiance et en a profité pour agresser des enfants. Il n'est pas rare que les escrocs commettent également des agressions sexuelles, car ces personnes ont généralement des traits psychopathiques et sont très instables, ce qui peut les conduire à tout type de délit. Pour être un escroc et un délinquant sexuel, il faut être quelqu'un qui n'a aucune empathie pour les autres et qui se sent au-delà de tout ça. De plus, le fantasme joue un rôle important dans ces deux types d'infractions. En regardant le procès, on voit un personnage maladroit, à la Walter Mitty, presque sympathique, que le jury trouve même amusant par moments. Mais sous la surface, se cache en fait un monstre sans pitié, qui n'a eu aucun mal à abuser d'enfants de la manière la plus horrible qui soit.